L'Astre Rouge, par G. Lenôtre, épisode 3, 1893. Qu'allons-nous faire? Visiter Copenhague et parcourir le Danemark. Nous sommes venus pour cela, il me semble. Sans doute, mais Vasilitch. Vasilitch se fera pendre tout seul, s'il te plaît. Je n'éprouve nul besoin de me mêler à ces affaires louches. Mais s'il nous écrit? Il ne nous écrira pas. Tel fut le court dialogue qui s'échangea entre mon ami et moi, dès que le garçon eut refermé sur nous la porte de la chambre que le propriétaire de l'hôtel Gerban nous avait octroyée, après nous avoir fait subir un court interrogatoire touchant notre nationalité, la durée de notre voyage, le but de notre voyage, etc. Toutes choses qu'il consigna sur un gros registre. Le soir, après une réconfortante station dans un restaurant de la Ostkrade, car nous n'avions pour ainsi dire rien pris depuis notre départ de Lübeck, nous nous dirigeâmes vers le Tivoli, qui est peut-être la plus grande curiosité du Danemark. Ah, ce Tivoli! Depuis que n'existent plus nos grands jardins publics du temps du directoire et du consulat, Paris n'a rien de pareil. Ce parc féerique, tout ruisselant de lumière, tout embrasé de feux de couleurs et tout retentissant d'harmonie, pourrait vraiment rivaliser avec les jardins enchantés d'Aladin. On y entend d'excellents concerts, on y joue des pantomimes et des ballets. Y trouve des battleurs, des cirques, des montagnes russes, des balançoires, des bazars, des jeux de toutes sortes. Sur un lac, entouré de grands arbres glissent, des parcs pavoisés de lanternes de couleur. Et un vaste labyrinthe où les chantiers, ombreux, alternent avec des allées toutes étincelantes de feux changeants. N'est point un des moindres divertissements de cet Éden où 200 000 personnes peuvent circuler à l'aise. Je crois bien que ce Tivoli reçoit la première visite de tous les étrangers. À part lui, Copenhague est une ville assez semblable à toutes les capitales de second ordre. Les Français, qui composent, personne ne l'ignore, le peuple le plus spirituel de la terre, mais qui ne se pique pas d'être le plus instruit, ont tort de confondre les Danois et les Lapons. Pour bon nombre de nos compatriotes, Copenhague est un village de pêcheurs, perdu là-bas du côté du Spitzberg et du Groenland. Et les indigènes de l'île de Seeland s'habillent de peau d'ours, mangent du poisson cru et se parfument la chevelure avec de l'huile de baleine. La lecture de mon guide avait réformé en moi ces rudimentaires notions ethnographiques, mais j'avoue que j'ai eu une certaine déception en constatant que le pittoresque auquel j'étais en droit de m'attendre est traqué partout à Copenhague comme dans toutes les grandes villes d'Europe. Larges rues éclairées à la lumière électrique, tramways, omnibus, stations de fiacres, horloges pneumatiques. Rien n'y manque de ce qui constitue le cachet d'une capitale moderne. La seule caractéristique, c'est que, comme à Hambourg ou à Amsterdam, chaque maison a un sous-sol où s'installent les petits commerçants, les épiciers, les fruitiers, les restaurants et les cafés. Les commerces de luxe, les magasins de librairie, d'orfèvrerie, d'estampes, d'objets d'art ou d'articles de mode occupent les rez-de-chaussée, auxquels on monte par quelques marches et dont la porte s'ouvre invariablement dans l'allée, ce qui supprime la boutique avec ses larges cloisons de vitres ouvertes sur le trottoir et donne aux rues un aspect moins animé, moins gai et plus grave. Il n'y a à Copenhague, que parmi les noms respectables de palais et de monuments publics que compte la ville, que deux bâtiments vraiment pittoresques. C'est la Bourse, avec sa façade bizarre, ses hautes et sombres fenêtres, sa tourelle fantastique, où 4 dragons, la gueule allongée vers les 4 points cardinaux, forment la flèche par l'enroulement de leur queue en spirale, et le château de Rosenborg, construit au début du XVIIe siècle, au milieu d'un délicieux jardin plein d'ombrage et d'eau vive. Rosenborg est un bijou de briques et de tours noires, de flèches contournées et charmantes, dont les salles contiennent d'incomparables rissèches artistiques. Harnachement de velours brodé de pierre qui servit à Christian IV, verrerie de Venise, meubles d'argent massifs, tapisseries, glaces, émaux, armes, bijoux, ivoire. On a entassé là les trésors de tous les princes de la maison d'Adelbourg depuis 2 siècles. Et ces merveilleux bibelots composent un musée des souverains, précieux pour l'histoire du Danemark. Nous y passâmes près d'une journée à contempler toutes ces splendeurs. Le musée Thorvaldsen, consacré uniquement à la gloire du Michel-Ange scandinave, et de longues promenades sur la Nini, vaste jetée qui entoure la citadelle, et d'où l'on domine l'entrée du port et le Sund tout entier, absorbèrent une partie de notre temps, coupés de copieuses flâneries à travers les rues de la ville. Tout Copenhague se pavoisait en l'honneur du tsar dont l'arrivée était prochaine. Manifestation toute platonique d'ailleurs, car les journaux ne cessaient de répéter que l'empereur de Russie débarquait à Elseneur et se rendrait directement au château de Fredensborg, séjour d'été du roi. La visite du souverain de toutes les Russies n'avait rien de politique.
C'était une simple réunion de famille à laquelle s'était également donné rendez-vous la famille royale de Grèce et le prince et la princesse du Pays de Galles. Christian IX reçoit ainsi chaque année tous ses enfants dispersés sur les différents trônes de l'Europe. Nous nous promettions bien du reste d'assister à l'arrivée du tsar, et nous nous disposions à quitter Copenhague, dont le séjour ne laissait pas de ce que nous paraître quelque peu monotone. Malgré les attractions indiscutables du Tivoli, lorsqu'au soir, au moment où nous rentrions à l'hôtel Gerban, le garçon nous appela dans le bureau. « Il y a une lettre pour vous ?» Et il nous remit en effet une enveloppe portant le timbre suédois. Je l'ouvris aussitôt et courus à la signature. C'était un mot de Vassilitch, que je m'empressa de lire à haute voix. « Cher compagnon, j'ai si bonne foi en la promesse que vous m'avez faite de venir me voir dans mon ermitage, que, sans autre préparatif, j'irai vous attendre avec une barque à Elseneur, samedi prochain. Nous mettrons à la voile vers 5 heures afin d'arriver pour la nuit à l'île de Vênes. Je compte sur vous. La barque s'appelle Freya. Elle stationnera dans l'avant-port, devant le phare, où il vous sera facile de la trouver. À bientôt donc, et toutes mes amitiés. Vassilitch. Eh bien, à mon avis, s'il te faut l'avouer, je l'attendais, cette lettre. J'aurais été bien étonné qu'elle nous manquât. Et tu te rendras à l'invitation de cet étranger ? Ta question ne me surprend pas, car je me la suis déjà posée à moi-même. Après y avoir mûrement réfléchi, je te réponds oui, j'ai envie d'aller le retrouver à Even, à condition toutefois que tu consentes à m'y accompagner. Développe. C'est bien simple. Ce Vassilitch est un étrange personnage, c'est indubitable. Un exalté, c'est certain. Un nihiliste, c'est probable. Mais a-t-il réellement conçu les projets que nous lui prêtons ? Ceci, nous l'ignorons absolument. Nous n'avons comme indice à ce sujet que tes soupçons assez fondés, je te l'accorde, pour que nous évitions sa compagnie, là elle pourrait être compromettante. Mais assez problématique aussi, pour que nous ne refusions pas d'aller le voir dans son île, où il se retrouvera seul avec nous, et il ne peut mettre à exécution le moindre attentat. Et puis, s'il faut tout dire, je suis curieux de la visiter, cette île de Vênes. Je m'intéresse à ce Tycho Brahe merveilleux, à ce savant légendaire, qui a régné en souverain. Enfin, je suis séduit par le côté pittoresque de l'aventure, à laquelle il nous sera toujours permis de couper court si nous voyons qu'elle devient dangereuse. Voilà mes raisons. Quelles sont les tiennes ? Oh, des raisons, je n'en ai pas. Mes pressentiments ne sauraient être mis en balance avec tes arguments. À la grâce de Dieu. Quand partons-nous ? À la bonne heure. Vassilitch nous donne rendez-vous à Elseneur samedi prochain. C'est aujourd'hui mardi. Nous avons tout justement le temps de traverser à pied le pays, ainsi que nous en avions le projet, et de gagner Elseneur en 3 jours de marche. Nous partirons demain matin. Et le lendemain, à l'aube, nous sortions sac au dos de Copenhague à la Saint-Anne-Story, et nous nous dirigions vers l'intérieur de l'île. La traversée de Sealand est une promenade charmante. La campagne danoise, avec ses hautes futaies, percées de jolies routes sablées, et ses nombreux étangs dont la surface limpide reflète les bois qui les entourent, ressemble à un vaste parc. Il ne faut pas demander au pays d'Hamlet les aspects montagneux, les rocs déchiquetés, les sites dramatiques que l'on nous montre à l'opéra. Le Sealand est plat, comme la mer qui le baigne. Et les habitants en ont si bien conscience qu'ils ont nommé la Suisse danoise la grande place de Copenhague, parce qu'elle est mal pavée. C'est là l'endroit le plus accidenté du pays. Mais en revanche, que de belles forêts, que de jolies fermes, que d'agréables villages propres et riants. À travers le feuillage des hêtres, on aperçoit la Baltique, aux grandes lignes bleues, vertes, blanches, couvertes de voiles. Et sous les chênes sombres aux troncs mousseux, courent des cerfs et des biches apprivoisées. C'est une chose étrange, quand on a appris par cœur dès l'enfance la géographie de Messas et Michelot, de se dire « Voilà donc cette mer au nom sauvage, le Catéja, le Sun, le Grand Belt, le Petit Belt », et de voir, au milieu des huttes de pêcheurs et des rocs dévastés qu'on attendait, une campagne verdoyante et fortunée qui ressemble au bois de Saint-Cloud. Notre première étape fut la petite ville d'Ilrod, dont les maisons bordent un petit lac au milieu duquel se dresse sur un îlot la merveilleuse silhouette du château royal de Frederiksborg. On accède à ce palais-forteresse par 3 ponts aux arches massives. Une tour isolée dresse sa masse imposante en avant de l'édifice, dont les hautes murailles, percées de 4 étages de petites fenêtres, baignent dans l'eau tranquille de l'étang. L'ensemble, surmonté de dômes, de clochetons, de campaniles, de flèches contournées, forme un admirable décor, à la fois sévère et majestueux. La visite de Frederiksborg nous retient quelques heures à Ilrod. Puis,
Suivant un chemin qui serpente à travers la forêt, nous gagnâmes le château plus modeste de Fredensborg. C'est une immense construction élevée au siècle dernier par Frédéric IV et qui sert de résidence d'été à la famille royale. Les grilles, néanmoins, en sont ouvertes à tout venant. Les grands grenadiers qui en ont là garde ne sont là évidemment que pour la parade. Ils ne font nulle attention à vous et, par la cour des écuries, nous pénétrons dans le parc. Sur la pelouse, devant le château, les jeunes princes et les petites princesses s'amusent avec un admirable jouet composé d'une légère charrette anglaise que traîne un âne tenu en main par un valet de pied à livrée rouge. Ce sont des cris de joie et des rires et des bousculades. Les parents, assis à l'ombre d'un bosquet, surveillent, causent ou lisent. Le roi Christian va et vient, fumant un cigare. Quand il s'approche du banc sur lequel nous sommes assis pour contempler à loisir ce spectacle inaccoutumé, nous nous levons et exécutons le moins gauchement possible un grand salut de cour, auquel il répond par un aimable et familial God Doc. Et nous errons dans le parc dont les merveilleuses floutées vont mourir au bord du lac d'Estrom, dans les eaux vertes duquel, suivant la tradition, s'est noyée la pâle Ophélie. Est-il besoin de dire que rien dans ces paysages tranquilles et reposés ne concorde avec les dramatiques situations de la sombre tragédie de Shakespeare? L'illustre poète anglais n'avait jamais visité le Danemark. Il n'avait vu qu'avec les yeux de son imagination ces rivages lointains, qui lui avaient décrit sommairement les matelots du port de Londres. De là cette discordance singulière entre les aspects sauvages rêvés par le poète et les paisibles campagnes des environs d'Elseneur. Ce lac d'Estrom, que tout lecteur d'Hamlet se représente comme un lieu fatidique et désolé, est une vaste nappe d'eau sillonnée par des barques de pêche et par des canots de promenade. Quelque chose comme le lac d'Enzian, démesurément grand, dit. Le parc de Fredensborg a lui-même sur cette mer en miniature un coquet embarcadère au ponton duquel sont amarrées plusieurs nacelles portant la couronne royale et le chiffre écussonné de Christian IX. Songe étrange, c'est à Hamlet que l'on songe en approchant d'Elseneur. Cette figure toute d'imagination s'impose à l'esprit malgré le contraste qu'offre avec elle le riant pays qu'on traverse. Mais telle est la puissance du génie de Shakespeare, que son caprice a fait des rives du Sun, et pour jamais, le pays d'Hamlet, au point que les indigènes ont cru bon d'élever à proximité de la mer un tombeau qui est censé contenir les restes de l'amant infortuné d'Ophélie. Les Anglais en voyage sont forcément émus en visitant ce cénotaphe. C'est donc à Shakespeare et à son héros qu'allaient nos pensées en approchant d'Elseneur, le samedi, jour que Vagilch avait fixé à notre rendez-vous. D'ailleurs, la route qui nous y conduisit, de Fredensborg, était sillonnée de caïllages d'équipage, remplis de fonctionnaires en tenue d'apparat, de généraux en gros costumes, de brillants officiers dont les plumets multicolores flottaient au gré de la brise. Les moindres fermes dans la campagne avaient arboré les drapeaux danois et russes, et quand, après 2 ou 3 heures de marche, nous fûmes arrivés à l'un des tournants du chemin, d'où l'on aperçoit tout le Sun de la ville d'Elseneur, massé au pied de son château, le canon des forts commençait à tonner. On apercevait, en mer au large, le Dannebrog, le yacht royal, portant le tsar, évoluant pour entrer dans le port. Des musiques militaires, des hurrahs se faisaient entendre. Au mât de tous les bateaux mouillés en rade, des pavillons de toutes couleurs s'élevaient et s'abaissaient, faisant les saluts traditionnels. Nous hâtions le pas pour assister au débarquement, et nous étions déjà mêlés à la foule, jouant des coudes pour parvenir jusqu'au quai, lorsque tout à coup, nous nous entendîmes appeler en français. C'était Vassilch, qui nous ayant aperçus de loin nous interpellait de cette façon. Il se jeta à travers le flot de curieux qui nous séparait de lui, et nous prenant chacun par un bras. « Venez par ici, la Freya nous attend, par ici !» Il paraissait très agité, et nous entraînait presque de force, bousculant les groupes serrés. « Un instant, par grâce, nous voulons voir l'arrivée du roi et du tsar. Par ici, de cet endroit vous ne verrez rien. Allons, vite, suivons la jetée, vous ne verrez rien. » Il semblait si frivieux, si fiévreux, si ému, que machinalement nous le laissâmes faire. D'ailleurs, il nous tenait tous les deux étroitement serrés. Nous paraissions être ses prisonniers. Nous ne lui opposions pourtant point de résistance. Quelque peu ahuri de ses brusques façons, en un instant il nous fit gagner la jetée, et, sans que nous ayons eu le temps de nous reconnaître, il nous poussa dans une barque stationnée au pied du phare.
Un homme s'y trouvait déjà, qui, en quelques coups d'aviron, fit évoluer la barque et se la dirigea vers la sortie du port. Nous n'étions pas encore revenus de notre surprise que la voile se hissait déjà au mât de notre embarcation. Enfin, Vassilitch, pourquoi cet acte ridicule? Nous pouvons bien retarder de quelques minutes notre départ. Mais Vassilitch avait pris la barre, et tandis que le matelot tendait la voile, il dirigeait la barque vers le chenal. Au même instant, tous les canons des batteries d'Elseneur éclatèrent en une slave triomphale. Le Dannebrog, au bruit des acclamations et des fanfares, entrait lentement dans le port. Notre chétive embarcation glissa le long des flancs de l'immense navire, tout pavoisé de drapeaux rouges à croix blanche. Debout, sur des bancs, nous cherchions à apercevoir quelques-uns des illustres personnages qu'il portait. Mais le yacht royal nous dominait de toute sa hauteur. Nous passâmes tout contre lui sans voir autre chose que la robuste courbure de ses murailles de fer. Vassilitch ne leva même point les yeux vers le yacht, qui portait son souverain. Debout à la barre, il ne nous quittait pas du regard, et je retrouvais sur son visage l'expression de dure et brutale audace qui m'avait déjà frappé. Notre barque, fortement secouée, entra dans le sillage que laissait derrière lui le yacht royal, et, sortant des jetées, s'inclina sous la voile et prit la direction de la pleine mer. Alors seulement, Vassilitch remit la barre au matelot et vint s'asseoir près de nous. Je dois avouer qu'il fut mal reçu. Alors c'est un enlèvement? Vous aviez prémédité de nous priver du spectacle de l'arrivée du tsar? Pourquoi? Quel est votre but? Que se passe-t-il? Bah, la chose n'était pas si curieuse. Curieuse ou non, j'avais envie d'en être témoin, et nous pouvions bien mettre de la voile un quart d'heure plus tard. Être témoin de quoi? De la bêtise de quelques milliers d'oisifs qui se bousculent sur le quai d'Elseneur pour crier « Viva, viva !» La sauge en vaut la peine, vraiment. Toujours est-il que, grâce à votre déplorable empressement, le but de notre voyage est manqué. Manqué? Quel but? Eh, pardieu, voir le tsar, vous savez bien. C'était si peu le but de votre voyage qu'à Lübeck, l'autre jour, vous ignorez encore sa prochaine arrivée au Danemark. Vous me l'avez dit vous-même. Et peu importe ce que je vous ai dit. Vassilitch, j'étais venu exprès pour voir le tsar. Exprès, entendez-vous? Il était indispensable que je le visse. Pourquoi? Eh, suis-je obligé de vous faire des confidences? Je vis que les choses se gâtaient, et j'essayai d'intervenir. Mais ma tentative de conciliation n'eut d'autre effet que de détourner sur moi la colère de mon ami. Vassilitch, avec un flegme étonnant, avait tiré de sa veste sa longue pipe et commençait à fumer. Quand il crut possible de placer un mot, il se contenta de nous dire en nous fixant tous les deux de son clair et profond regard. « C'est vrai, j'ai brusqué votre départ, mais maintenant je vois que les choses sont mieux ainsi. » Ce à quoi mon compagnon se contenta de hausser très obstinément les épaules. L'incident était clos, comme on dit en langage parlementaire. Mais je comprenais bien que Vassilitch aurait quelque peine à le faire oublier. Du reste, il venait de nous donner une nouvelle preuve de la bizarrerie de ses manières. Et sa conduite en cette circonstance avait été si étrange que notre méfiance était loin d'avoir diminué. Aussi gardons-nous le silence. Mon ami tournait le dos, regardant la mer. Pour ma part, je contemplais le splendide spectacle que présentait la pointe d'Elseneur, avec sa vieille forteresse hérissée de flèches dressant ses murs noirs au-dessus d'une forêt de mâts poivroisés. La côte de Suède, qu'un bras de mer, d'une lieue à peine sépare à cet endroit du Danemark, fermait l'horizon, et l'on apercevait droit devant nous, au loin, la petite île de Ven, but de notre excursion. Vassilitch, lui, fumait, impassible. La Freya, poussée par un bon vent du nord, glissait rapidement à la surface de l'eau. Le soleil descendait derrière les tours d'Elseneur. La mer était admirablement calme. Vassilitch échangeait de temps à autre quelques mots suédois avec l'homme qui dirigeait la barque, et à cela se bornait sa conversation. Pourtant, de notre solitude, au milieu des flots, de ce crépuscule, de cet horizon inconnu, et estompé dans les derniers rayons du jour mourant, se dégageait une si intense impression de poétique grandeur que notre ressentiment et notre défiance envers Vassilitch en subissaient peu à peu l'influence, et qu'après la première heure de traversée, il faisait place à des sentiments plus pacifiques.
Lui, d'ailleurs, ne semblait point nous garder rancune. À mesure que nous approchions de Veynes, et que l'île émergeait, rocheuse et nue, du sein des flots, il nous en détaillait d'avance les splendeurs avec un enthousiasme d'apôtre. La voilà, cette île merveilleuse, dont le nom a pendant plus d'un demi-siècle été fameux comme celui d'une contrée féerique, d'une de ces régions mystérieuses dont nous parlent les mille et une nuits. Ce sommet là-bas, c'était la montagne des étoiles. C'est là que Tycho Brahe avait élevé son palais. Il n'en reste aujourd'hui que des pierres. Cette petite anse vers laquelle la Freya se dirige a jadis été un port où venaient aborder les galères royales. C'est à peine maintenant un abri pour quelques barques de pêcheurs. Tenez, derrière ce bouquet d'arbres, ce toit de chaume qui émerge de la verdure, c'est l'astre rouge. C'est là que nous sommes attendus. Qu'est-ce que l'astre rouge? C'est l'ancien observatoire où Tycho Brahe étudia le ciel. C'est là qu'il découvrit Mercure, qu'il rédigea ses géniales observations sur la théorie des comètes, de l'air et de la lumière. Qu'il chercha à communiquer avec la planète Mars, cette belle étoile qui brille là-haut et dont le scintillement est rouge. Il en avait donné le nom à cet endroit d'où il s'entretenait avec le système du monde, le grand système du monde, l'astre rouge. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une maison de paysans. Tandis que Vassilitch parlait, la Freya s'était rapprochée de l'île. La nuit était presque tombée. Au loin brillaient à l'horizon les feux intermittents des phares suédois d'Elsenborg. Les rochers de l'île de Veynes se dressaient à pic au-dessus des flots, en une masse sombre assez haute. Les vagues déferlaient contre des amoncellements de pierres noircies, ruines ou récifs, dont on ne distinguait que la silhouette. Du reste, la terre où nous abordions paraissait inhabitée. Cette île mystérieuse avait un aspect d'abandon et de solitude qui, dans la nuit, semblait sinistre. Notre embarcation s'engagea dans une sorte de petit golfe, à l'abri des vagues. Tout aussitôt, la voile s'abaissa. Quelques minutes après, nous abordions au pied d'un rocher abrupt. Une centaine de marches grossièrement taillées dans le roc formaient un escalier qui nous conduisit au sommet de la falaise. Vassilitch, malgré l'obscurité, nous guidait à travers ces entassements de rocs. La mer grondait à nos pieds. La lune se levait dans le grand ciel sombre, et sa lueur douteuse suffisait à nous montrer l'étroit chantier, à peine frayé, que nous suivions à l'extrême bord de la dune. Pourquoi ce Russe nous amène-t-il ici? C'est un véritable coupe-gorge, cette île. À ce moment, Vassilitch se retourna vers nous, nous montra du doigt une lumière qui brillait dans les arbres. L'astre rouge! Et quelques instants après, nous entrions dans la maison basse construite sur les ruines de l'observatoire de Tycho Brahe.